Salut tout le monde, bienvenue sur l'épisode 6 de la série pour créer un jeu en 2D facilement sur Unity. Dans les précédents épisodes, on a rajouté un ennemi déjà qui se déplace avec un système de waypoint, et on a ajouté une barre de vie au dernier épisode, donc maintenant il est temps de combiner tout ça, et de faire en sorte que le joueur puisse prendre des dégâts venant de l'ennemi qu'on a ajouté un petit peu plus tôt. Je vous montre à l'écran une preview du résultat que je cherche à avoir, c'est-à-dire que lorsque le joueur va entrer en contact avec un ennemi, il va perdre de la vie, mais on va également faire en sorte que notre joueur ait un petit moment de répit, un petit moment d'invincibilité en fait, pour qu'il puisse se remettre de ses dégâts, qu'il puisse se replacer et donc pouvoir potentiellement riposter avec l'ennemi. C'est un système qui est assez connu dans les jeux vidéo, on représente souvent ça par le personnage qui clignote, pour montrer qu'il ne peut pas être blessé pendant un certain temps. C'est également le système qu'on a dans Super Mario Bros, qui est un petit peu l'exemple de cette série, on va dire sur la partie technique. On va donc commencer cet épisode par ajouter la possibilité pour l'ennemi de faire des dégâts à notre joueur, et ensuite on passera sur ce système d'invincibilité, comme on va l'appeler. Pour faire ça, on va ouvrir le script déjà PlayerElf, qu'on a ajouté au dernier épisode. On a une fonction TakeDamage à l'intérieur qu'il va falloir qu'on passe en public, simplement pour pouvoir l'appeler depuis un autre script. Et cet autre script, ça va être EnemyPatrol, donc le script de l'ennemi. On va donc aller dans Script, on va ouvrir EnemyPatrol, et c'est à l'intérieur de ce script que je vais ajouter la possibilité pour l'ennemi de faire des dégâts à notre joueur. On pourrait faire un deuxième script, EnemyDamage ou quelque chose comme ça, mais en fait, le système de dégâts va être très lié à la patrouille de l'ennemi, parce que le joueur il doit pas entrer en contact avec l'ennemi, sinon il va prendre des dégâts. En fait, l'ennemi n'a pas vraiment un système d'attaque. Il va simplement se déplacer et ça va être un danger permanent. Si on le touche, on prend des dégâts. Donc je pense qu'on va plutôt ajouter tout le nécessaire là-dedans. Et si on ajoute des ennemis qui sont un petit peu plus avancés, on adaptera évidemment le système. Alors le principe, comme je l'ai dit, c'est que si le joueur entre en contact avec l'ennemi, il va prendre des dégâts. Notre ennemi, si j'ouvre ici, Graphics, on peut voir qu'il a un Box Collider 2D. Donc c'est le grand collider qu'on a ici, le carré, qui représente, on va dire, le danger de l'ennemi. C'est ce qui va faire en sorte qu'on puisse prendre des dégâts. Et on a toujours notre weak spot sur le dessus qui permet d'éliminer l'ennemi dès que le joueur entre en contact avec. Ce qu'on va donc faire, c'est détecter s'il y a une collision entre le grand collider qu'on a ici et notre joueur. Pour faire ça, on va pouvoir créer une nouvelle méthode dans EnemyPatrol qui va s'appeler onCollisionEnter2D. Le 2D est très important parce que si vous mettez onCollisionEnter sans préciser 2D, eh bien ça sera pour des colliders, des systèmes de collision en 3 dimensions, et donc le script ne va pas vous renvoyer d'erreur, mais il n'y a rien qui va fonctionner. Tel que je le dis, ça sent un petit peu le vécu, et oui, c'est le cas. Pendant que j'ai préparé l'épisode, j'avais oublié que onCollisionEnter et onCollisionEnter 2D, ce n'est pas la même chose. Donc évidemment, j'ai passé un petit peu de temps à tourner en rond et à trouver mon erreur. Bref, utilisez onCollisionEnter 2D si vous utilisez des colliders en 2D. Le but ici, ça va être le même principe que pour WeakSpot, que je vais reprendre, juste pour l'exemple. Ici, on utilise un onTriggerEnter 2D. Je vais reparler après de la différence et de pourquoi on a utilisé onTriggerEnter 2D ici. Le principe, c'est un petit peu le même, hein. Vous voyez que la structure est pareille, on a directement un paramètre par défaut qui ici s'appelle Collision. Également ici dans le onTriggerEnter 2D de WeakSpot. Le but, ça va être de détecter si c'est le joueur qui entre en collision. Donc on va faire exactement pareil, et si c'est le cas, on va dépiler un certain nombre d'actions. Donc commençons. On va dire que si collision.compare, alors c'est .transform.compare tag, et on va prendre le tag player. Donc si l'ennemi entre en contact avec le player, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Eh bien on a envie de faire des dégâts à notre joueur. Pour faire ça, il va falloir qu'on accède à PlayerElf ici. Vu que c'est dans ce script qu'on a CurrentElf, c'est-à-dire la vie actuelle qu'on a envie de diminuer. Et à l'épisode précédent, on a ajouté une méthode TakeDamage qu'on va pouvoir réutiliser dans cet épisode, qu'on va pouvoir un petit peu plus développer, on va ajouter plus de choses à l'intérieur. Mais c'est exactement ce qu'on veut faire, c'est faire en sorte que le joueur prenne des dégâts. Donc ici, depuis EnemyPatrol, on va récupérer le script PlayerElf et on va lui appliquer des dégâts. Pour faire ça, on va créer une référence temporaire à PlayerElf, qu'on va appeler PlayerElf, et qui va être égale à collision.transform
getComponent, player elf. Et étant donné qu'on a une condition juste au-dessus qui dit que on veut comparer le tag, il faut absolument que ce soit player, et bien cet élément ne sera lu que si le joueur entre en contact avec l'ennemi. Et maintenant, on va simplement pouvoir faire une référence à notre variable player elf, et on va dire .take damage, et on va envoyer un certain nombre de dégâts. Par défaut, on peut mettre par exemple 20 ici, en dur dans le script. On peut sauvegarder ça, et on va déjà pouvoir tester. Je vais retourner sur Unity. Petit conseil pour cet épisode, je vais aller sur mon ennemi et je vais lui mettre 0 en speed, ça sera beaucoup plus simple pour tester qu'avec l'ennemi qui se déplace. Et je vais également décaler un petit peu mon waypoint et mon ennemi, comme ça je vais avoir un peu de place devant pour me mettre en face de l'ennemi. Et je vais appuyer sur play. Donc voilà, mon ennemi ne se déplace pas, il joue toujours son système d'animation. Et si maintenant je rentre en contact avec l'ennemi, alors pas par le dessus, hein, parce qu'on a le weak spot, mais si je rentre en contact en lui rentrant dedans, vous voyez que mon joueur a perdu de la vie en haut à gauche. On va voir que la barre de vie va descendre à chaque fois que je rentre en contact avec l'ennemi. Donc ça fonctionne plutôt bien. Le problème c'est que sans le petit système, on va dire, d'invincibilité, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a une collision qui est détectée à chaque fois. On n'a pas une collision permanente, c'est-à-dire qu'en fait, le joueur va entrer en contact, il va plus être en contact, il va de nouveau être en contact, etc., etc. Et le fait d'avoir ce multi-contact qui va s'enchaîner, eh bien, ça va envoyer un message au joueur à chaque fois, prendre des dégâts, prendre des dégâts, prendre des dégâts, etc. Alors quand l'ennemi va sur la gauche, je vais prendre qu'un seul dégât, parce que l'ennemi va me pousser. On avait vu qu'il n'y a pas vraiment de système de physique, donc là, si l'ennemi me rentre dedans et qu'il me pousse, vous voyez que je perds qu'une seule fois mes points de vie. Par contre, si je suis l'ennemi et que je rentre en contact avec lui, alors je vais vous montrer ça, vous allez voir que ça va être très rapide. Là, vous avez vu que ma vie, elle est descendue d'un coup. Et en fait, ça, c'est simplement dû au fait qu'on a une sorte de multi-collision qui se fait. Donc, avec notre petit système d'invincibilité, de répit qu'on va donner aux joueurs après des dégâts, eh bien, on va pouvoir pallier très facilement à ce problème. On va retourner dans Enemy Patrol, on va directement faire un petit ajout qui va être la possibilité de choisir le nombre de points de dégâts qu'on va infliger aux joueurs, vu que là par défaut j'ai mis une valeur à 20. Donc on va remonter un petit peu dans le script, on va ajouter une variable publique qu'on va mettre, qu'on va appeler damage, ou plutôt damage on collision, pour qu'on puisse se souvenir exactement, ça va être de type int, je l'ai pas ajouté, pour qu'on puisse se souvenir exactement à quoi correspondent ces dégâts, donc c'est au moment de la collision qu'on va appliquer ce nombre de dégâts. Et damage on collision, on va le mettre à la place du 20 qu'on a ici. On peut éventuellement mettre une valeur par défaut à... allez, on va mettre 20. Et techniquement, Enemy Patrol, on en a terminé avec ce script. On va retourner dans Player Elf, et c'est dans Player Elf qu'on va gérer ce système d'invincibilité, et également la partie visuelle, avec le clignotement du joueur. Pour la partie clignotement, je vais directement vous montrer comment on va fonctionner. En fait, c'est très très simple. On va prendre notre joueur... Notre joueur a un sprite renderer, et si je désactive et que je réactive ce sprite renderer, vous pouvez voir que mon ennemi va clignoter. Sauf que ça, ce n'est pas une très bonne façon de faire. Simplement parce que le sprite renderer, on se base dessus notamment avec le système de flip. Et ce qu'il se passe, c'est que si le sprite renderer est désactivé, et qu'on demande à effectuer un système de flip, ou qu'on demande à effectuer des actions sur le sprite renderer, et bien forcément ces actions ne seront pas prises en compte, vu que le component est désactivé. Donc l'autre technique qu'on peut utiliser, c'est de se baser sur Color ici. Dans Color, vous pouvez appliquer une sorte de filtre sur le visuel de votre joueur. Par défaut, on est sur blanc, ce qui signifie entre guillemets qu'on n'a pas de filtre. Par contre, si je mets la couleur rouge, vous pouvez voir que j'ai toujours mon joueur ici, mais il y a un filtre rouge qui lui est appliqué. Et le principe est le même pour toutes les couleurs. Il y a certains codes couleurs qui sont utilisés notamment dans les jeux en pixel art. On a par exemple le vert qui représente aussi souvent la maladie. C'est un concept qui a été pas mal repris dans plusieurs jeux, notamment Worms, c'est le premier auquel je pense. On peut représenter aussi le fait que le personnage soit dans un environnement très froid en jouant plutôt sur des notes de bleu, et on a voilà plein d'autres couleurs qu'on peut utiliser pour représenter différents sentiments ou différents états. Aujourd'hui on va pas jouer sur les sentiments, les états et les couleurs, on va jouer uniquement sur la transparence. Vous avez RGB, donc red, green, blue, qui correspondent en fait aux couleurs primaires pour réaliser n'importe quelle couleur. Je vais pas vous faire un tutoriel sur les couleurs et le design, moi ce qui m'intéresse c'est surtout le A ici qui représente l'alpha. L'alpha ça correspond en fait à l'opacité de notre personnage, à sa transparence.
Quand je suis à 255, mon personnage est ce qu'on appelle opaque, c'est-à-dire qu'on le voit, il n'est pas transparent. Si je mets l'alpha à 0, mon personnage va être transparent. Et entre les deux, c'est généralement ce qu'on appelle du translucide. Et le principe, en fait, c'est qu'on va jouer sur l'alpha. On va passer, en fait, très rapidement de 255 à 0, à 255 à 0, et donc on va jouer comme ça, avec cette valeur, et on va faire clignoter le personnage. Ce qui fait que le sprite renderer restera toujours activé, on pourra toujours accéder à ce component et utiliser ses différentes méthodes et variables, tout en continuant de le faire clignoter pour représenter l'invincibilité. Donc voilà pour le principe. On va accéder à color et plus précisément à alpha qui se trouve à l'intérieur. Donc la première chose à faire, je pense, c'est rajouter le système d'invincibilité. Il faut qu'on sache si le personnage peut prendre des dégâts ou non. Pour ça, on va créer une variable publique de type boolean que je vais sobrement appeler isInvincible. Et par défaut, je vais mettre ça à false. Le personnage n'est pas invincible par défaut. Ce qu'on va pouvoir faire dans la méthode takeDamage, c'est déjà faire une vérification. On va dire que si isInvincible est sur false, donc on va mettre un point d'exclamation au début, alors on va appliquer le système de dégâts et de mise à jour de la health bar. Je peux déjà sauvegarder ça, on va rapidement tester notre système. Je retourne sur Unity. Pour rappel, on a toujours la fonction update sur le personnage qui lui permet de prendre des dégâts. Elle est juste là. Ce qui fait que si maintenant j'appuie sur H, je prends des dégâts. Par contre, si je vais sur Player, et que dans mon script, Player Health, là en bas, si j'active isInvincible, et que j'appuie sur H, vous pouvez voir que mon personnage ne prend plus de dégâts. Pareil, si je rentre en contact avec l'ennemi, je ne prends plus aucun dégât, vu que la condition isInvincible est sur false. Donc parfait, notre système d'invincibilité il fonctionne plutôt bien, vous voyez qu'avec une simple variable, ça nous permet de faire ça. On va passer maintenant au système de flash, donc on va faire clignoter notre personnage. Pour faire ça, je me suis posé la question, j'ai essayé plusieurs systèmes, et je pense que le plus simple, le plus concis, ça va être l'utilisation de coroutines. Qu'est-ce que c'est qu'une coroutine? Vous avez suivi la série C#, je le sais. Les coroutines, ce sont simplement des méthodes qu'on va très souvent utiliser pour faire des pauses dans le code. Donc on va pouvoir dire, fais cette action, attends 2 secondes, fais cette action, etc. Voilà pour le principe. Si vous voulez plus de détails, ce que je vous invite à faire, allez voir la vidéo que j'ai réalisée sur les coroutines. Le lien est en description. Pour utiliser une coroutine, il va falloir qu'on ajoute une directive qui est system.collection, donc qu'on avait enlevé du script tout au début, qui est ajouté normalement par défaut par Unity. On va ajouter une nouvelle coroutine, donc on va dire public, iEnumerator, et je vais l'appeler invincibility flash. Donc le flash d'invincibilité. Ce clignotement, on a envie de l'effectuer tant que le personnage est invincible. Donc pour représenter ça dans le code, on peut simplement faire un while is invincible. Tant qu'on est invincible, on va lire tout le code à l'intérieur, étape après étape, et on va le répéter une fois qu'on arrive à la fin de la boucle. Pour pouvoir faire clignoter le joueur, il faut qu'on accède à son sprite renderer, donc le component qui contient le système d'alpha, avec la transparence, sauf qu'on n'a pas de référence ici dans player health, donc on va ajouter une variable publique de type sprite renderer, qu'on va simplement appeler graphics. On va essayer de garder la même nomenclature pour ce genre d'éléments. Qu'on assignera après dans l'éditeur, et ici on va dire que graphics.color va être égal à une nouvelle couleur, et on va indiquer ici un F, un F, un F, et pour terminer 0F. Qu'est-ce que ça représente ces 4 valeurs? Si je passe la souris, peut-être qu'on devrait me l'indiquer, voilà. On m'indique que color.color prend 4 paramètres, R, G, B et A. Ces variables, vous les avez probablement reconnues. R, G, B, ce sont les 3 couleurs primaires, red, green, blue, et alpha, le 4e paramètre, c'est la transparence. On a vu avant, si je retourne sur Unity, que je vais dans Color, qu'on a ici R, G, B et A. En fait, c'est ces 4 valeurs qu'on va modifier. Vous avez remarqué que j'envoie un F, et ça c'est simplement dû au fait que les couleurs, via le script, on va pas les envoyer en une valeur entre 0 et 255, on va les envoyer en RGB 0-1.0 comme on a ici, donc on va les envoyer sous forme de valeurs entre 0 et 1. C'est un petit peu la forme normalisée de 0,255.
Donc via script, ça fonctionne comme ça. En gros, ce qu'on dit là, c'est qu'on va envoyer la valeur maximale pour les 3 couleurs primaires, donc ça va être 255 qui va être appliqué automatiquement. Et par contre, pour alpha, vous avez vu que j'ai envoyé 0. Donc, avec cette ligne, on va en fait rendre le personnage transparent. Ce qu'on a envie de faire, une fois que le personnage est transparent, eh bien c'est de le réafficher. C'est de ne plus le mettre en transparent, mais en opaque. Pour faire ça, on va faire le même principe, donc on peut copier-coller cette ligne. Sauf qu'à la fin, ici, on va mettre un F. Pour simplement rendre le personnage opaque et non transparent. Sauf que là, on a un petit problème. Ces deux lignes, elles vont être lues quasiment en même temps, et théoriquement, on devrait même pas voir la différence sur l'éditeur de Unity. Donc il faut qu'on ajoute un petit délai entre ces deux lignes, et l'ajout du délai va pouvoir être un petit peu personnalisé, comme ça on va pouvoir choisir à quelle fréquence le personnage va clignoter. Est-ce que ça va être très rapide, est-ce que ça va être lent, est-ce que ça va être un entre-deux, etc. Et c'est aussi pour ça qu'on a utilisé une coroutine, hein, donc autant utiliser un système de délai. Pour créer ce délai, on va utiliser Yield, qui est une classe de Unity qui va être très utilisée avec les coroutines, et notamment pour l'utilisation des délais. On va dire return new wait for seconds, et ici on va pouvoir préciser un certain nombre de secondes qu'on va attendre avant de passer à la suite du code. Par exemple ici, on peut mettre un F pour l'instant. Après on va personnaliser cet élément ici. Donc ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'on aura appelé Invincibility Flash, tant qu'on sera invincible, on va désactiver le visuel du joueur, attendre une seconde, réactiver le visuel du joueur. Et ensuite, on va recommencer cette boucle de code, ce while, tant qu'on est invincible. Donc on va de nouveau désactiver, réattendre, activer, désactiver, etc. Sauf que vous remarquez peut-être un petit problème dans la logique que je viens de vous donner. Lorsque le while va être appelé, on va désactiver le visuel, jusque là ça va, on va attendre une seconde, on va réactiver le visuel, jusque là ça va toujours, mais vu que le while va immédiatement être relu, après avoir réactivé le visuel, on va directement le redésactiver, sans avoir de délai. Et donc là on va avoir un clignotement qui ne va pas être linéaire en fait, on va pas avoir le même temps entre chaque clignotement. Donc le principe est simple, on va simplement reprendre cette ligne ici et on va la recoller en bas. Comme ça, on désactive, on attend une seconde, on réactive, on attend, on désactive, etc., etc., etc. Je vous propose qu'on essaye déjà ce petit système de flash. Pour faire ça, il faut qu'on fasse un appel à Invincibility Flash, et il faut qu'on définisse le personnage comme étant invincible. Ça, on va le faire dans la fonction TakeDamage. Une fois qu'on a enlevé la vie au joueur, qu'on a mis à jour son visuel, hein, sa barre de vie, on va dire que vu qu'il a pris des dégâts, il va devenir invincible. Donc isInvincible égale true. Et ensuite on va appeler la coroutine Invincibility Flash. Pour faire ça, on va dire start coroutine, et entre parenthèses, on va écrire le nom de la méthode, Invincibility Flash, avec ses potentiels paramètres. Ici il n'y en a pas, donc on met ouvrir fermer la parenthèse directement, et point virgule. On peut sauvegarder ça. On va retourner sur Unity. On va glisser le sprite renderer du joueur dans la nouvelle variable graphics qui s'est ajouté. On va appuyer sur play. Et normalement, si j'appuie sur H, on devrait déjà voir le système de clignotement. Donc j'appuie juste une fois, vous voyez que j'ai pris des dégâts, et là effectivement, mon personnage clignote. Par défaut, dans le code, j'ai mis un F pour le wait for seconds, qui signifie attendre une seconde. Donc le clignotement, il est quand même relativement lent. C'est pas très beau visuellement, ça ressemble plus à un bug qu'à une fonctionnalité. Donc pour faire ça, on va retourner dans le script et on va pouvoir faire en sorte d'utiliser une variable en fait dans wait for seconds pour mieux définir le délai de clignotement. Donc pour ça, on peut retourner en haut du script. On va ajouter une variable publique de type float qu'on va appeler Invincibility Flash Delay, et de base je crois que j'avais mis 0,2f, donc 0,2 dans mes tests, ou peut-être un petit peu moins. Je vais prendre cette variable ici, et je vais simplement la coller entre les parenthèses du wait for seconds, donc les deux qu'on a ici. Je sauvegarde, je retourne sur Unity, on va tester ça. Donc on va avoir notre variable Invincibility Flash Delay qui va apparaître ici. On va appuyer sur play. Et si j'appuie sur H, on va voir que le personnage va clignoter quand même déjà beaucoup plus vite, et ça ressemble déjà un petit peu plus à une fonctionnalité.
À savoir que, évidemment, ce système, vous allez pouvoir le faire évoluer si vous le souhaitez. Si vous voulez, vous pouvez faire clignoter la barre de vie également, vous pouvez changer un petit peu la couleur du personnage, etc. Donc vous êtes totalement libre à ce niveau-là. Et vous pouvez directement ici changer Invincibility Flash Delay au runtime, donc si vous l'augmentez, le personnage va clignoter beaucoup plus doucement. Là j'ai mis 2,4 secondes, ce qui est très très long entre chaque état. Et je crois que j'avais mis 0,15 et je trouvais le résultat plutôt pas mal lors de mes tests. Donc je pense que je vais rester sur du 0,15. Parfait, on va retourner dans notre script. Et maintenant vous vous êtes peut-être rendu compte d'un petit problème, c'est que le personnage maintenant il est invincible tout le temps, à partir du moment où il prend une fois des dégâts. Donc il va falloir qu'on gère un système de timer pour désactiver l'invincibilité au bout d'un certain temps. Et là je viens de vous donner un indice, on va attendre un certain moment avant de désactiver l'invincibilité. Donc on va réutiliser une coroutine pour ajouter un délai avant de désactiver, avant de repasser is invincible à false. Donc le principe va être très simple, on va créer une autre coroutine à la suite, enumerator, que je vais appeler handle invincibility delay, pas d'argument. On va attendre un certain temps, yield, return, new, wait 4 seconds, et on va attendre par exemple, on va laisser 3 secondes au joueur, donc je vais mettre 3F, et une fois que les 3 secondes sont passées, je vais dire que is invincible va repasser à false. Et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est appeler cette méthode qui va gérer notre système de temps pour l'invincibilité. Et ça, on va le faire exactement au même endroit où on appelle le flash. Donc on va dire start coroutine juste après, handle invincibility delay, les arguments, et on termine la ligne. Et en théorie, ce système devrait déjà fonctionner. Donc je vais retourner sur Unity, je vais appuyer sur play, je vais appuyer sur H pour prendre des dégâts, mon personnage va clignoter, et au bout de 3 secondes, il ne devrait plus clignoter, et effectivement là je peux reprendre des dégâts, si je rappuie sur H, on a de nouveau le même système. Ce que je vous propose, c'est de rajouter une dernière petite personnalisation au niveau du temps d'invincibilité. On va simplement rajouter une autre variable, on va mettre une public float, qu'on va mettre invincibility time. J'ai envie d'ajouter after hit, et que je vais mettre par défaut égal à 3 secondes. Le nom de la variable est, bon ça va, c'est pas très très long. Donc le temps d'invincibilité après avoir été touché. Je vais copier cette variable, et je vais simplement l'indiquer ici dans le wait 4 seconds. Comme ça on va pouvoir choisir très rapidement quel va être le délai d'invincibilité de notre personnage depuis l'éditeur Unity. Ça évitera de modifier le code à chaque fois. On va retourner dans Unity. Et donc par défaut, j'ai Invincibility Time After Hit de 3 secondes, et je vais faire clignoter le personnage avec un délai de 0,15 secondes entre chaque étape. Donc si j'appuie sur H, le personnage clignote, je suis en Is Invincible ici, et vous allez voir que ça se décoche au bout de 3 secondes. Si je mets 1 seconde, ça va être beaucoup plus rapide, comme vous pouvez le voir. Donc vous pouvez gérer ça depuis l'éditeur. Je vais quand même vous montrer avec un contact avec l'ennemi, parce que là j'utilise la touche H. Je vais laisser l'ennemi me rentrer dedans. Je perds, mon personnage clignote, j'ai bien perdu des points de vie. Et si je poursuis mon ennemi, vous allez voir que je vais prendre des dégâts qu'une seule fois, parce que là je suis invincible, je suis en contact avec lui, mais j'étais en mode invincible. Et donc notre système fonctionne plutôt bien, je suis assez content du résultat final. Alors je vais juste réactiver le weak spot, que j'avais désactivé un petit peu plus tôt dans la vidéo. Et par précaution, je vais un petit peu le diminuer, parce que je trouve que l'espace qu'on a entre la collision de l'ennemi et le weak spot, c'est-à-dire cette petite zone de sécurité ici, je trouve qu'elle est beaucoup trop basse. Ce qui fait que potentiellement, lorsque les deux colliders, lorsque le joueur et le serpent vont entrer en collision, on va avoir un petit peu les colliders qui vont se chevaucher, et on risque de toucher le weak spot. Bon, on peut essayer. J'avais eu le problème lors de mes tests. Bon voilà, bon, il suffit en fait de courir contre l'ennemi, comme vous pouvez le voir, et l'ennemi a directement été éliminé. Donc pour faire ça, je vais prendre weak spot, et je vais diminuer un petit peu. À savoir que le système de collision entre le personnage et le monde qui l'entoure va être un petit peu modifié lors des prochains épisodes. Je vais vous montrer pourquoi. Alors je vais déjà juste essayer en courant contre l'ennemi. Il faut vraiment que je saute sur l'ennemi pour pouvoir l'éliminer.
Voilà, donc je disais, le système de collision il va être un petit peu retravaillé parce que je l'avais déjà dit, si je me déplace là, vous voyez que le personnage va trembler un petit peu, je pense que ça se remarque assez facilement. Et on a également un autre problème, c'est que si je cours contre un mur, bah vous voyez que je reste accroché au mur, et si je lâche la touche de déplacement, là effectivement je vais tomber. Donc ça, c'est également quelque chose qu'on va revoir. En fait, on va corriger un petit peu tous ces problèmes de collision avec le monde en une seule fois. Parce que tout est un petit peu dû à la même chose, c'est une sorte de friction qu'on a entre le personnage et les éléments du décor. Et pour le mot de la fin, on va prendre nos deux scripts, Elfbar et Player Elf, et on va les mettre dans script, parce que j'oublie toujours de le faire à la fin des épisodes lorsque j'ajoute des scripts. Et je vous dis donc à très bientôt pour le prochain épisode de la série. Je remercie comme d'habitude les tipeurs qui sont affichés sur la droite de l'écran. Si vous souhaitez et pouvez soutenir la chaîne financièrement, vous pouvez le faire sur Tipeee ou sur Utip. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt. Salut!